Donc, bonjour à tous, je vais donc vous parler aujourd'hui des troubles qui sont liés au complexe médiateur, de leurs différences et de leurs similitudes. Et je voudrais déjà commencer par vous remercier de m'avoir invité, parce que c'est un sujet, comme vous l'avez expliqué, qui m'intéresse particulièrement, aussi bien en recherche, donc dans le cadre de mon doctorat en génétique, mais aussi donc, avec les patients que je vois à l'hôpital, puisque je suis donc dentiste pour les enfants. Commencer avec peut-être les similitudes. Il y a déjà une grande similitude qui est la biologie, c'est-à-dire que le point commun de tous ces troubles, c'est qu'on les retrouve souvent dans la littérature sous le nom de nédopaxie. Et en fait, c'est les maladies rares du neurodéveloppement qui sont dues à une mutation de sous-unité de ce gros complexe médiateur. Le médiateur, vous le connaissez sans doute déjà, c'est ce gros groupe de protéines que vous voyez ici de toutes les couleurs. Et en fait, moi, je trouve que c'est plus simple de le voir un peu comme un pont. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, toutes ces maladies génétiques, elles ont aussi la caractéristique d'être monogéniques, donc liées à un seul gène. Donc, c'est ça mon image du pont. En fait, le médiateur, ça fait comme un pont entre les protéines qui régulent l'expression des gènes, d'une part, et l'autre groupe de protéines qui vont transformer l'ADN en ARN, donc ce qui nous permet d'exprimer les gènes. Le médiateur, c'est donc un acteur qui est très important dans l'expression de tous nos gènes, et sans ce pont, en fait, les informations, elles ne peuvent plus passer, en tout cas correctement d'une rive à l'autre. La communication, elle est comme coupée. Alors, c'est probablement pas une abolition complète on-off, mais ça va plutôt être une variation dans la modulation de l'expression de nos gènes. Donc, en fait, sans ces informations régulatrices, on ne sait plus trop quel gène doit être exprimé, ni où, ni quand. Alors, on revient à ce schéma. Donc, il existe 30 sous-unités et la première grande différence, on l'imagine bien, c'est la sous-unité qui est impliquée. Il y a 13 sous-unités qui sont associées à des maladies humaines et en fait, en fonction de la sous-unité qui fonctionne mal, le plus souvent, on va avoir une maladie associée. La sous-unité qui ne fonctionne pas bien, elle donne d'ailleurs souvent le nom au trouble qu'elle entraîne. C'est le cas par exemple pour MED13L. Et cette diapositive, elle a aussi pour objectif d'illustrer la recherche passée et en cours, puisque vous voyez ici le nom des différents articles qui décrivent ces nouvelles pathologies. Et vous voyez que toutes les dates, elles datent d'il y a moins de 20 ans. Donc ça, c'est assez récent dans le cadre de la recherche. La deuxième différence dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la partie du médiator dont fait partie la sous-unité qui fonctionne moins bien. Donc en fait, grossièrement, il y a deux parties plutôt dans ce gros complexe et elles ont chacune une fonction qui est bien précise. La première, c'est celle qui est ici en haut, qui comprend toutes ces petites sous-unités qui seront chacune une protéine. Et il va y avoir une sorte d'interrupteur on-off de la transcription de l'ADN en ARN. Donc là, vous retrouvez MED13L. Et en fait, il y a aussi les protéines qui interagissent directement avec les protéines qui transforment l'ADN en ARN. Donc ça va être vraiment la partie du complexe médiateur qui va réguler la machinerie de transcription de nos gènes. Et en bas, on voit que c'est plutôt une fonction de régulation, toutes les petites sous-unités en bleu, puisque ces sous-unités, elles vont interagir avec les protéines qui régulent l'expression de nos gènes. Alors ensuite, ça nous amène à notre troisième différence. Et cette troisième différence, ça va être le mode de transmission des médopathies. Les médopathies, vous le savez peut-être, elles peuvent être héréditaires ou non. Donc on voit qu'il y a différents modes de transmission en fonction des sous-unités. Donc par exemple, celles qui sont à gauche, parmi lesquelles on retrouve MED13L, ça va être un mode de transmission autosomique dominant ou récessif lié à un gène sur le chromosome X. Tandis qu'à droite, toutes les autres sous-unités, elles vont être transmises sur un mode autosomique récessif, ce qui veut dire que c'est transmis aux enfants par les parents, que ce soit des filles ou des garçons. En fait, ces sous-unités à droite, même si MED13L n'en fait pas partie, je trouve que c'est quand même intéressant de le dire. On pense que la plupart de ces sous-unités, elles ne sont pas encore décrites en pathologie humaine, tout simplement parce que leurs fonctions sont peut-être tellement importantes et tellement conservées que le fait qu'elles soient absentes ou qu'elles ne fonctionnent pas bien, ça ne permet pas le développement d'un embryon. Alors, au niveau des signes cliniques, j'ai eu du mal à me décider si on parlait plutôt de différence ou de similitude, et donc j'ai choisi de garder les différences et les similitudes. Donc en effet, vous voyez que malgré la diversité des gènes et donc des sous-unités qui sont concernées,
on retrouve des points communs. En gris, vous avez les points communs. Et vous voyez que ce qui est vraiment constant dans ces pathologies, c'est l'atteinte du cerveau, avec donc des troubles du neurodéveloppement ou une neurodégénérescence quasiment dans toutes les maladies qu'on a décrites liées à ce contexte médiateur. Alors, on va retrouver aussi un trouble moteur dans certaines midopathies. On va avoir un trouble du langage, comme c'est le cas pour MED13L. Et on peut aussi avoir une dysmorphie faciale, donc des traits du visage qui sont un peu caractéristiques, où certains patients vont les avoir et d'autres non. Et on peut aussi avoir des signes au niveau du cœur, des malformations cardiaques qui sont plus ou moins sévères. Et enfin, dans les autres organes, eh bien, il y a certains signes qui sont spécifiques à certaines médopathies. Donc, par exemple, MED25, quand il n'y a pas cette sous-unité, eh bien, on va avoir des malformations de l'œil. Alors, ce tableau, il était déjà très grand, mais il y a évidemment beaucoup d'autres signes comme l'épilepsie ou certains troubles visuels que j'aurais bien sûr pu ajouter ici, puisqu'on en retrouve notamment chez certains enfants avec le syndrome MED13L. Alors, il est important de garder à l'esprit que les différences entre les syndromes, ce n'est pas les seules, puisque vous le savez bien que chaque personne est unique, et donc s'il y a une variabilité entre les syndromes, il y en a aussi une entre chaque patient pour un même syndrome. Et pour illustrer cela, je vous propose donc de vous présenter le syndrome MED16 chez donc 25 individus que nous avons décrits à l'Institut Imagine dans le cadre de mon doctorat. Donc, nous avons décrit en 2025 le syndrome MED16 chez 25 patients selon un mode de transmission autosomique récessif. Donc, c'est-à-dire que cette maladie peut être transmise par les parents à leurs filles et à leurs garçons. En rose, vous voyez les signes qui sont communs à tous les patients. Donc, on a le retard de développement moteur, les troubles du neurodéveloppement et le retard ou l'absence de développement du langage. On a aussi observé des signes qui étaient moins communs, comme des troubles du spectre autistique, des troubles de déficit de l'attention, une hyperactivité, une épilepsie, des troubles auditifs, visuels ou encore des malformations cardiaques. Et ces signes, bien sûr, étaient de sévérité variable en fonction des différents patients. Au niveau des traits du visage, au niveau de MED16, c'est assez caractéristique. On a remarqué que les individus avaient des signes communs, c'est-à-dire qu'ils ont un petit menton qui est un peu en arrière, des pommettes peu marquées, une fente au niveau du palais pour certains d'entre eux, des anomalies du nez qui, vous voyez, est un petit peu bulbeux, et aucun de ces signes n'est commun aux 25 patients. Une autre caractéristique de ce syndrome MED16, c'est les anomalies au niveau des mains et des pieds. Donc, au niveau des mains et des pieds, on retrouve des anomalies en fait de la taille des doigts. C'est ce que je vous ai illustré avec les flèches roses. On remarque que donc, chez ces patients, les pouces et les cinquièmes doigts, que ce soit de la main ou du pied, sont plus petits. Et par exemple, chez ce patient, chez un de nos petits patients, on avait une absence complète de développement d'un des pouces. Et on retrouve aussi les tout petits ongles. Vous voyez que ce sont des signes qui sont quand même assez spécifiques, même si on ne les trouve pas chez tous les patients. Alors, une grande question qui s'impose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces différences et ces similitudes? Eh bien, les différences entre les médopathies, notamment les signes qui sont spécifiques à certaines d'entre elles, ça reflète probablement le rôle précis de chacun de ces gènes, de chacune de ces sous-unités. Alors, il faut bien sûr garder en tête que le rôle de chaque sous-unité est mal connu, donc même si la recherche avance, de trouver la fonction exacte de chaque gène, ça peut s'avérer difficile. Peut-être aussi que certaines sous-unités travaillent ensemble, peut-être que certaines pourraient se compenser entre elles pour essayer de pallier un déficit. Et enfin, ces différences, elles montrent que certains organes sont sans doute plus sensibles, plus tolérants à la perte de certaines sous-unités. Et en ce qui concerne les similitudes, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elles montrent le rôle primordial que joue le médiateur dans le développement du cerveau chez l'embryon. Et donc, le cerveau serait a priori le tissu qui est le moins tolérant. Alors, je voulais aussi profiter de cette journée pour vous proposer une autre similitude qui, moi, m'a un peu marquée au fil de ma pratique. C'est celle des anomalies dentaires, ou en tout cas celle de leur prise en charge qui peut s'avérer plus ou moins facile. Donc, en effet, quand j'ai regardé dans le PNDS MED13L, donc le document qui fait un petit peu référence sur ce syndrome, il est écrit qu'il existe des anomalies dentaires non spécifiques qui peuvent nécessiter une prise en charge adaptée.
Et moi, dans la série Med16L, chez mes 25 patients, j'ai aussi observé des anomalies dentaires non spécifiques chez plus de la moitié des individus. Donc, par exemple, vous voyez sur cette photo, chez un patient qui présente un syndrome Med16, que les dents, elles sont petites, qu'elles sont très espacées, avec un grand décalage entre les dents du haut et les dents du bas. Donc moi, ce que je propose, c'est que peut-être qu'une autre des similitudes entre ces syndromes, c'est le besoin d'adaptation des soins. Alors moi, je parle de dentaire parce que je suis dentiste, mais on pourrait aussi parler d'orthodontie ou d'autres choses. On pourrait aussi évoquer MED12 ici, puisqu'il y a aussi des anomalies dentaires. C'est important d'être suivi dès les premières dents pour s'assurer que les enfants sont habitués à aller chez le dentiste et que les éventuels soins qu'ils pourraient avoir besoin puissent se passer dans de bonnes conditions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et sinon, je vous ai laissé mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter. Merci beaucoup.